C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Le lendemain, investiture d'un autre président, réélu lui aussi pour un troisième mandat, et rebelote. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Alors avec ses 37 années à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso serait-il le maître? Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, un exemple personnel, moi natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Le dialogue peut-il être la solution dans le cas du Congo? Confronté aux graves problèmes de la dictature, l'opposition, ne voyant aucune possibilité de renverser le système, conclut qu'il faille en appeler à l'organisation d'un dialogue inclusif. Cette option en séduit beaucoup. Le dialogue est la forme la plus avancée de gestion de relations dans une démocratie, un outil très utile dans la résolution de certains types de problèmes et ne doit être ni négligé, ni rejeté lorsqu'il est approprié. Dans certaines situations qui ne portent pas sur des questions fondamentales et donc sur lesquelles un compromis est acceptable, la négociation peut être un moyen appréciable pour régler des conflits. Une grève pour une augmentation de salaire est un bon exemple de conflit pouvant se traiter par la négociation. On trouve un point d'accord situé entre les propositions des parties en présence. Mais lorsque les enjeux sont fondamentaux, qu'ils affectent des libertés humaines ou le développement futur de toute la société, les négociations ne peuvent pas trouver une solution acceptable. Sur des questions fondamentales, il n'y a pas de compromis possible. Seul un changement radical des relations de pouvoir en faveur des démocrates peut assurer la sauvegarde des enjeux fondamentaux. Un tel changement s'obtiendra par la lutte et non pas par des négociations. Cela ne signifie pas que la négociation ne doive jamais être utilisée, mais plutôt qu'elle n'est pas un moyen réaliste pour renverser une puissante dictature quand une forte opposition démocratique fait défaut. Cependant, il arrive que la négociation ne soit même pas une option. Les dictateurs solidement retranchés et en position de sécurité peuvent n'avoir aucune envie de négocier avec leur opposition démocratique. Ou alors, lorsque des négociations auront été initiées, les négociateurs du camp démocratique disparaîtront à jamais.
Les individus ou les groupes qui s'opposent aux dictatures ont souvent de bonnes raisons de vouloir négocier ou dialoguer. En particulier, lorsqu'une dictature de 40 ans emprisonne ou tue des opposants, les négociations sont particulièrement susceptibles d'être envisagées par les démocrates quand le dictateur a une nette supériorité militaire et que les destructions et les souffrances humaines atteignent un niveau insupportable pour les populations. Il se développera alors une certaine tentation d'explorer toutes les voies qui pourraient sauver une partie des objectifs des démocrates tout en mettant fin au cycle de violence et de représailles. Une offre de paix. Il faut, pourtant savoir qu'une offre de paix négociée adressée par une dictature à son opposition démocratique n'est bien sûr pas dénuée d'arrière-pensée. Les dictateurs peuvent mettre fin d'eux-mêmes à la violence en cessant de faire la guerre à leur propre peuple. Ils peuvent, de leur propre initiative, respecter sans marchander les droits et la dignité humaine, libérer les prisonniers politiques, faire cesser la torture, arrêter les opérations militaires, se retirer du gouvernement et présenter des excuses au peuple. Lorsque la dictature est forte mais qu'il existe une résistance gênante, le dictateur souhaite parfois négocier pour soumettre l'opposition sous prétexte de « faire la paix ». L'appel à la négociation peut séduire, mais il est fort possible que celle-ci cache de graves dangers. Par contre, lorsque l'opposition est en position de force et que la dictature est menacée, les dictateurs peuvent chercher à négocier afin de sauver le maximum de leur pouvoir et de leur richesse. En aucun cas les démocrates ne doivent aider les dictateurs à atteindre leur but. Les démocrates doivent se méfier des pièges qui peuvent leur être tendus par les dictateurs au cours du processus de négociation. L'ouverture de négociations, alors que des questions fondamentales de liberté civile sont en jeu, peut n'être qu'une ruse du dictateur visant à obtenir la paix ou la soumission des opposants alors que la violence de la dictature se perpétue. Dans ce type de conflit, la seule négociation envisageable est celle qui se tient à la fin d'une lutte décisive, lorsque le dictateur est aux abois et qu'il cherche un couloir de sécurité pour se rendre à un aéroport international. Si ce jugement concernant les négociations paraît trop sévère, il se peut que le romantisme qui leur est associé doive être modéré. Il importe d'avoir les idées claires quant à la manière dont les négociations fonctionnent. Négocier ne signifie pas s'asseoir à une table et discuter sur un pied d'égalité pour résoudre des différends. N'oublions pas deux choses. D'abord, lors des négociations, ce n'est pas la justice relative des positions et des objectifs des uns et des autres qui détermine le point d'entente. Deuxièmement, le contenu d'un accord négocié est largement déterminé par le rapport de pouvoir entre les parties en présence. Il importe de considérer plusieurs questions difficiles. Quelle perspective s'offre à une partie pour atteindre ses objectifs si, à la table de négociation, l'autre ne prouve pas de volonté de progrès? Et que peut faire une partie si, après être arrivé à un accord, l'autre ne le respecte pas et utilise ses forces sur le terrain pour agir unilatéralement de manière non conforme à l'accord? Une entente négociée n'est pas obtenue par l'évaluation des droits et des torts des uns et des autres quant aux questions en jeu. Bien que ces sujets puissent être débattus, les vrais résultats des négociations viennent de l'évaluation du pouvoir absolu ou relatif des groupes qui s'opposent. Que peuvent faire les démocrates pour s'assurer que leurs revendications essentielles soient respectées? Que peuvent faire les dictateurs pour rester au pouvoir et neutraliser les démocrates? Autrement dit, si l'on arrive à une entente, elle sera vraisemblablement le résultat de l'estimation dans chaque camp du rapport des forces et des projections quant à l'issue probable d'un conflit éventuel. Il importe également de prêter attention à ce que chaque bord accepte d'abandonner pour parvenir à l'accord. Lors de négociations réussies, il y a compromis, partage. Chaque bord obtient une part souhaitée et abandonne une part de ses exigences. Dans le cas de la dictature extrême, que peuvent céder les forces démocratiques? Quels objectifs des dictateurs doivent-elles accepter? Doivent-ils donner aux dictateurs un rôle permanent et constitutionnel dans le futur gouvernement? Où est alors la démocratie? Même si les négociations se passent bien, il est nécessaire de s'interroger sur la forme de paix qui en sortira. La vie sera-t-elle meilleure ou pire que si les démocrates avaient commencé ou continué la lutte? Les dictateurs peuvent avoir, à la base de leur domination, des motifs et objectifs variés. Pouvoir, position, richesse, restructuration de la société, etc. Il ne faut pas oublier que rien de tout cela ne leur restera s'ils abandonnent leur position. Lors de négociations, ils essayeront donc de préserver leur but. Quoi qu'ils promettent, il ne faut pas oublier qu'ils sont capables de promettre n'importe quoi afin de soumettre leurs opposants démocrates, pour ensuite violer effrontément tous leurs engagements. Si les démocrates acceptent d'arrêter leur résistance afin de gagner un sursis devant la répression,
ils peuvent se retrouver fort déçus. Une halte à la résistance réduit rarement la répression. Lorsque les forces contraignantes de l'opposition intérieure et internationale ont été supprimées, les dictateurs sont capables d'exercer une oppression et une violence plus aiguë que jamais. L'effondrement de la résistance populaire réduit souvent les contre-pouvoirs qui limitaient le contrôle et les brutalités de la dictature. Les tyrans peuvent alors s'en prendre à qui le souhaite. Car le tyran ne tire son pouvoir de nuisance que des faiblesses de notre résistance, a écrit Krishnalal Sridharani. C'est la résistance et non pas la négociation qui compte dans les conflits dont les enjeux sont fondamentaux. Dans presque tous les cas, la résistance doit continuer pour chasser les dictateurs du pouvoir. Le succès est le plus souvent déterminé non pas par un accord, mais par l'usage des moyens de résistance les plus appropriés et les plus puissants disponibles. Si les dictateurs et les démocrates parlent ensemble de paix, il faut garder les idées claires, à cause des dangers que cela induit. Tous ceux qui se servent du mot « paix » ne souhaitent pas nécessairement la liberté et la justice. La soumission passive à l'oppression cruelle de dictateurs, à un despote ayant fait subir des atrocités à des centaines de milliers de personnes, ne correspond pas à la paix véritable. Hitler évoquait souvent la paix, et cela signifiait soumission à sa volonté. La paix d'un dictateur n'est souvent rien de plus que la paix de la prison ou de la tombe. Mais il y a d'autres dangers. Parfois, des négociateurs bien intentionnés confondent les objectifs de la négociation et le processus lui-même. Plus encore, des démocrates ou des spécialistes étrangers participant aux négociations peuvent, d'un seul coup, fournir au dictateur la légitimité, intérieure ou internationale, qui lui était refusée du fait de sa position monopolistique dans l'État, de ses violations des droits de l'homme et de sa brutalité. Sans cette légitimité désespérément nécessaire, les dictateurs ne peuvent pas continuer à régner indéfiniment. Les acteurs de la paix ne doivent pas la leur fournir. Comme nous l'avons indiqué, les dirigeants de l'opposition peuvent se sentir forcés de poursuivre la négociation en désespérant du combat démocratique. Néanmoins, ce sentiment d'impuissance peut être dépassé. Les dictatures ne sont pas éternelles. Ceux qui les subissent n'ont pas à rester toujours faibles, et il ne faut pas que les dictateurs restent toujours forts. Aristote remarquait déjà: oligarchie et tyrannie ont une durée plus brève que n'importe quelle autre constitution. La plupart des tyrannies n'ont jamais eu qu'une durée extrêmement brève. Les tyrannies modernes sont aussi vulnérables. Leurs faiblesses peuvent être accentuées et le pouvoir des dictateurs peut se désintégrer. Il y a d'un côté les recommandations de CBT prônant le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 et, il y a, de l'autre, les résolutions du dialogue alternatif de Brazzaville tenues du 26 au 29 juillet 2015 appelant au respect de l'ordre constitutionnel. Entre les deux camps qui s'observent en chiens de faïence, la guerre de dialogue est engagée. Et, parmi les principales idées émises par les deux dialogues, Denis Sassou Nguesso devait trancher. De quel côté s'est penché son cœur quand on sait qu'il avait le rapport de force en sa faveur? Il va rouler dans la farine ceux qui s'opposaient au changement de la loi fondamentale et imposée, en violant la loi au cours d'un référendum illégal, l'adoption d'une nouvelle constitution qui va le faire rester au pouvoir jusqu'en 2031. Il n'appliquera aucune des recommandations des 10 dialogues. Il a imposé ses vues et volontés. L'exemple de la conférence nationale n'est pas transposable au contexte actuel où l'opposition est très faible et ne s'appuie sur aucune force sociale organisée comme les syndicats ou l'armée. En plus, une vérité accablante. Les institutions formelles ne jouent pas le même rôle dans une démocratie que dans une dictature. La peine de mort a été abolie en 2015. Donc aucune institution formelle ne doit la donner sur l'ensemble du territoire. La DGSP la donne publiquement et sans jugement. Même si, le dialogue est inscrit dans la Constitution, cette institution subit le même sort que toutes les autres. Tout est question du rapport de force en place, il faut travailler à l'inverser en faveur des démocrates pour un vrai dialogue inclusif. Ce travail doit consister à restructurer le tissu associatif, le toilettage des syndicats corrompus et le dépôt systématique de plaintes contre les criminels humains et financiers, ne fût-ce que pour prendre date, parce que l'institution justice est dans le même état que toutes les autres dans le cadre dictatorial. Le discours politique ne suffit pas.